Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, Paris et Washington qui accusent Moscou d'avoir laissé faire l'épouvantable attaque chimique en Syrie. L'ambassadeur français à l'ONU dénonce la responsabilité écrasante des Russes. Vous l'entendrez, décision imminente sur une riposte militaire contre Bachar. Emmanuel Macron s'adresse aux catholiques. Il déclare devant la conférence des évêques vouloir réparer le lien entre Église et État. Indignation des milieux laïcs et prudence du président sur la question de la fin de vie. Ce sera l'enquête du 8h. Le trafic reprend à la SNCF pendant que les députés approuvent le changement de statut de l'entreprise. Débat houleux à l'Assemblée. À Nanterre, la manière forte, la faculté fermée. Après occupation des bâtiments et intervention des CRS, 7 arrestations. Dans ce journal encore, le prélèvement à la source. Ça commence l'an prochain. Mais dès maintenant, les contribuables peuvent calculer leur taux de prélèvement. Et puis à 8h, 8h15, notre invité, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Une riposte militaire franco-américaine, un front commun Trump-Macron après l'attaque chimique de samedi en Syrie qui a fait une 50aine de morts. Voilà ce qui se dessine de façon imminente. Donald Trump et Emmanuel Macron se sont à nouveau parlé au téléphone hier soir pour la deuxième fois en 2 jours. Et les deux pays étaient en première ligne tout à l'heure au Conseil de sécurité de l'ONU pour accuser vivement et directement la Russie de Poutine. Extrait de la déclaration de l'ambassadeur français à New York, François Delattre. L'appui militaire russe et iranien est présent sur le terrain et à tous les échelons de l'appareil de guerre syrien, et aucun avion syrien ne décolle sans que l'allié russe en soit informé. Ces attaques sont donc intervenues soit avec l'accord tacite ou explicite de la Russie, soit malgré elle et en dépit de sa présence militaire. Je ne sais laquelle de ces deux dérives est la plus alarmante pour notre sécurité collective. Les enjeux de cette nouvelle attaque sont d'une extrême gravité. Elle est une nouvelle preuve de la banalisation du recours aux armes chimiques que l'on doit imputer non seulement à un régime devenu incontrôlable, qui continue en toute impunité de gazer des civils, mais aussi à ses soutiens, parmi lesquels un membre permanent du Conseil de sécurité, et dont la responsabilité dans cette tragédie interminable qu'est la guerre en Syrie est accablante. Responsabilité écrasante, dit l'ambassadeur français François Delattre au micro européen de Xavier Yvon. Son homologue russe a prétendu, lui, qu'il n'y avait pas eu d'attaque chimique face aux témoignages accablants, aux photos et vidéos d'enfants morts asphyxiés la bave aux lèvres. Moscou parle d'une mise en scène. Depuis 2011, la Russie a posé 11 fois son veto au Conseil de sécurité pour protéger le régime de Bachar al-Assad et empêcher toute enquête sur ses exactions. Voilà pour la diplomatie, mais la riposte contre Moscou est aussi économique. Or, Nicolas Barré, les dernières sanctions occidentales contre la Russie lui font mal, avec une bourse qui s'effondre, des oligarques qui paniquent et des conglomérats qui s'inquiètent. Oui, expulser des diplomates, c'est ennuyeux, mais au fond pas si grave. En revanche, les nouvelles sanctions prises avant le week-end par Washington frappent la Russie au portefeuille. Elles font très très mal. Chute de la bourse de Moscou, moins 8% hier. Chute du rouble, effondrement du conglomérat Rusal qui a perdu la moitié de sa valeur. Cet empire de l'aluminium et de l'énergie dirigé par le milliardaire Oleg Deripaska, un familier de Poutine. Il emploie 200 000 personnes, on le dit maintenant, proche du défaut de paiement. Vous voyez, les choses vont très très vite. Ces sanctions visent à punir Moscou, notamment sur les cyberattaques contre les cibles occidentales. Oui, et également pour les tentatives d'influencer le vote dans les grandes démocraties et donc pour la politique de Moscou en Syrie. Ces sanctions, Trump n'en voulait pas, mais le Congrès les lui a imposées. Elles frappent l'élite russe. Concrètement, par exemple, le patron du géant de l'énergie, Gazprom, Alexei Miller, un autre proche de Poutine, doit couper tout lien avec les Américains. Et si une entreprise américaine fait des affaires avec lui, eh bien elle s'expose à des sanctions immédiates. Les conséquences de ces sanctions américaines vont être très très lourdes. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Encore un mot des États-Unis avec la colère de Donald Trump à l'annonce d'une perquisition du FBI dans les bureaux de son avocat personnel. 2 motifs d'après la presse américaine, l'enquête sur l'ingérence russe et les $130 000 versés à une actrice porno pour qu'elle se taise. Une honte, a tonné le président américain qui, encore une fois, n'a pas exclu de limoger le procureur spécial qui enquête sur lui, Robert Mueller. Europe 1, 8h04. Emmanuel Macron a-t-il enterré la laïcité à la française hier soir? Macron reçu par les évêques de France au collège des Bernardins à Paris. Le président déclare vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Il appelle les catholiques à s'engager politiquement. Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement dans notre débat national et dans notre débat européen. Car votre foi est une part d'engagement dont ce débat a besoin. Pour des raisons à la fois biographiques, personnelles et intellectuelles,
Je me fais une plus haute idée des catholiques. De quoi faire bondir le camp laïque, en tout cas les tenants rigoureux de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Jean-Luc Mélenchon traite le président de chanoine et de sous-curé. Et chez les francs-maçons, le Grand Orient de France condamne fermement ce discours. Philippe Foussier, son président. L'esprit dans lequel ce discours a été prononcé bouscule très nettement la laïcité. Nous avons un discours empreint d'une religiosité dans tout son déploiement. Le président de la République sort de son devoir en ce qui concerne la neutralité qu'il doit exercer à l'égard de l'ensemble des citoyens, qu'ils soient croyants ou non croyants. Nous avons l'impression, à l'écouter hier, que les catholiques constituent des citoyens privilégiés auxquels il faudrait accorder une considération supplémentaire. C'est extrêmement préoccupant. Le président du Grand Orient de France avec Chanel Petit. Par ailleurs, les catholiques attendaient notamment une prise de position du chef de l'État sur la question de l'euthanasie. Le président est resté très prudent hier soir. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sujet de la fin de vie enflamme et divise sa propre majorité. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maxence Lambrec. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Vous avez approché le groupe d'études fin de vie à l'Assemblée nationale. C'est là que la bataille a lieu entre marcheurs. Oui, première réunion du groupe d'études mi-mars, premier clash entre députés de la majorité. Et si on invitait des responsables religieux pour évoquer la fin de vie, ose l'un d'eux. Hors de question, s'énerve une de ses collègues. Pas de curton dans cette maison. Ici, c'est laïque. Ambiance électrique entre pro et anti-euthanasie, sous les yeux de Patrick Hetzel, député Les Républicains. Le président de la République, sur cette question-là, voulait dégager un consensus. Ce consensus n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, les membres du groupe d'études, là aussi, ne sont pas tous sur la même ligne. Et c'est d'ailleurs plutôt heureux. Pourquoi est-ce si tendu, Maxence ? Parce que le candidat Macron n'a pas pris position. Autant sur l'extension de la PMA, c'est dans le programme. Sur l'euthanasie, rien et pas le moindre indice hier soir. Alors la bataille d'influence bat son plein. Jean-Louis Touraine a réuni 122 députés LREM dans une tribune pro-euthanasie. Les antis ont lancé la leur avec l'élu de droite, Philippe Gosselin. Moi j'ai l'impression, et à écouter certains collègues, qu'ils ont un peu envie de forcer la main d'Emmanuel Macron. Qu'en pense-t-il réellement ? Difficile de le dire. Il est hésitant et en tout cas, il ne veut pas mettre la société sans dessus-dessous sur ces questions-là. Le problème aussi, c'est que ce conflit ne se limite pas à l'Assemblée. Oui, ça chauffe aussi au comité consultatif d'éthique et surtout au sein du gouvernement. Question très sensible, un seul ministre a pris position. C'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, pense qu'une nouvelle loi n'est pas nécessaire. Et l'Élysée a accepté qu'elle le dise publiquement. Tiens, alors que les pro-euthanasie comme Marlène Schiappa et Benjamin Griveaux n'en ont jamais parlé. Tout cela fait dire au député LREM François-Michel Lambert qu'on se dirige vers un statu quo. Notre majorité peut avoir des échecs dans une loi de ce type, c'est-à-dire ne pas réussir à avoir une majorité, mais refuser le débat serait la plus grande faute politique. Le débat, oui, mais à huis clos. La consigne vient d'être passée. Le patron du groupe, Richard Ferrand, ne veut entendre personne se déchirer à ce sujet. Maxence Lambrec pour l'enquête de 8h. La politique, c'est encore à l'Assemblée nationale. Hier soir, des débats houleux sur le ferroviaire. Les députés ont voté peu avant minuit le principe du changement de statut de la SNCF. Je cite le texte. À compter du 1er janvier 2020, la Société nationale à capitaux publics SNCF sera soumise aux dispositions du Code du commerce relatives aux sociétés anonymes et aura un capital intégralement détenu par l'État. Aurélie Herbemont pour Europe 1 a suivi les débats. 7 heures de débat, parfois vif, entre majorité et gauche de la gauche. Il est désormais de notre responsabilité collective. Chers collègues, monsieur Mélenchon, laissons parler monsieur Zulesi, s'il vous plaît. Sur des rails. Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière à l'offensive contre la ministre des Transports. Vous voulez vous porter à la ceinture le scalp d'une série de salariés qui a toujours été en première ligne pour défendre leur outil de travail. Oui, madame. Nous vous accusons de préparer la privatisation du service public du rail. Le combat à l'Assemblée complémentaire du combat des grévistes pour Clémentine Autain. Ce qui donnera de l'énergie aux cheminots et en bout de course, j'espère bien qu'on va gagner. Le communiste Hubert Wulfranc, lui aussi, espère faire reculer le gouvernement. Il y a chez vous tout du monsieur Juppé droit dans ses bottes de 95. Communistes et insoumis jouent la guérilla parlementaire entre rappel au règlement et autres interruptions de séance. Elisabeth Borne, elle, veut rassurer. Pourquoi préférer agiter des peurs, des contre-vérités, des caricatures ? Non, il n'est pas question de privatisation. Et ces débats vont durer jusqu'à mardi prochain, jour du vote solennel à l'Assemblée. Aurélie Herbemont. À Notre-Dame-des-Landes, des opérations de police ont repris il y a 2 heures face à
à face toujours tendu avec les zadistes, opération de plus en plus compliquée selon l'aveu de la préfète des Pays de la Loire. Hier, 13 squats ont été traités sur une centaine et 10 personnes seulement ont pu être expulsées malgré les 2500 gendarmes mobilisés. Dans les universités, agitation persistante et intervention des forces de l'ordre hier à Nanterre pour déloger environ 200 étudiants qui occupaient un amphi et empêcher la tenue de partiels. Il y a eu quelques violences et beaucoup d'émoi face à l'arrivée inattendue des CRS à la demande de la présidence de l'université, Chanel Petit. Oui, tout commence à 7h du matin lorsqu'une trentaine de manifestants entrent par effraction dans le bâtiment des sciences sociales et brisent au passage plusieurs vitres. Le président de la fac tente de les faire sortir. Pas de dialogue possible selon lui. 9h30, la direction ferme la fac. 15h, elle demande à la police d'intervenir. Les CRS pénètrent dans les locaux. Des professeurs et 200 étudiants y sont réunis en assemblée générale. Évacuation musclée. Vous êtes des gros malades. On est dans une fac, vous êtes de grands malades, dit un professeur de géographie sidéré par ces violences. Bilan, 7 interpellations, un étudiant blessé ainsi que 2 policiers. En réponse, des militants appellent ce matin à une manifestation sur le campus de Nanterre. Chanel Petit, merci. Europe 1, vous le révélez dès 7h30. Au moins 14 arrestations après l'agression de 2 policiers le soir du Nouvel An à Champigny dans le Val-de-Marne. Un réveillon qui avait dégénéré. Des perquisitions sont toujours en cours. Information de Guillaume Bier. Europe 1, 8h10. Le prélèvement à la source, ça commence à devenir concret. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne d'information en vue de l'entrée en vigueur de cette révolution fiscale à compter du 1er janvier prochain. Et chacun va pouvoir en mesurer les effets, c'est-à-dire son taux de prélèvement. Ça vaut pour tous ceux qui déclarent ces impôts en ligne à leur jumet. Oui, et ça va être très simple. Dès que vous aurez rempli votre déclaration en ligne, vous connaîtrez le pourcentage qui s'appliquera chaque mois à votre salaire. Concrètement, c'est le montant qui sera ôté de votre salaire. Et donc ça, c'est à compter du 1er janvier 2019. Et ce taux, il est calculé en fonction de vos revenus 2017 et de votre situation familiale. Mais vous allez pouvoir modifier ce taux d'ici au 15 septembre. Et là, il y a 2 options. Vous ne voulez donner aucune information à votre employeur sur votre patrimoine, votre niveau de richesse, eh bien, vous allez pouvoir opter pour un taux non personnalisé, un taux neutre, uniquement basé sur votre salaire. La différence, si vous devez encore de l'argent aux impôts, sera ensuite payée à la fin du mois par prélèvement sur votre compte bancaire. Et puis, deuxième choix, si vous êtes marié ou pacsé et qu'il y a de grandes différences de revenus dans le couple, vous pourrez opter pour des taux individualisés basés sur le salaire de chacun. Et une fois qu'on a fait ce choix, Anne-Laure, ce taux est figé ? Non, il n'est pas figé, puisqu'à compter du 1er janvier 2019, vous allez pouvoir adapter ce taux à votre situation. Si vous perdez votre travail, par exemple, ou en cas de forte variation de salaire, et ce n'est pas un cas isolé, puisque selon Bercy, 30% des contribuables voient leurs revenus baisser chaque année. Merci, c'était Anne-Laure Jumet du service Éco d'Europe 1. Sachez enfin que c'est aujourd'hui que Mark Zuckerberg va s'expliquer devant les sénateurs américains. Le patron de Facebook, arrivé hier à Washington, a prévu de s'excuser après avoir laissé filtrer les données personnelles d'au moins 87 millions d'utilisateurs. Europe 1.